J'étais en observation participative, on va dire, dans cet univers que vous avez rencontré à l'occasion de ce film. Du coup, j'ai pensé que c'était utile de vous montrer l'envers du décor. Bienvenue de l'autre côté, c'est un petit peu la devise du film. Voilà. Και απλά, γεια μας. Γεια μας. Ευχαριστώ πολύ. J'étais très impressionnée par votre film et je voulais simplement savoir s'il avait pu être vu dans toute la Grèce, si vous aviez pu le faire connaître sur tout le territoire grec. En Grèce, en fait, c'est une grande surprise parce que ce film a été fait, comme vous l'avez compris, spécifiquement de la Grèce vers la France. Il n'avait pas vocation à tourner en Grèce, mais suite à une petite tournée qui avait pour vocation de faire valider le film par les participants du film, hein, les gens qui avaient soutenu là-bas, tous ceux que vous avez vus dans le film, à Athènes et Thessalonique. Du coup, ils s'en sont saisis et ils ont fait des choses avec des projections sur des places publiques, comme à Exarchia, la fameuse place Exarchia, avec plus de 3-4 000 spectateurs sur la place Exarchia en extérieur. Et donc, de fil en aiguille, il a été mis en ligne sur Internet aussi en gratuit en Grèce, et il est passé sur la télé grecque publique ERT, la télé qui a été interrompue dans un premier temps sans préavis le 11 juin dernier, puis dont les locaux ont été investis il y a peu de temps par la police grecque, très violemment, avec des CRS. Et donc, cette télé grecque nous a placés en prime time, comme on dit. Donc il y a pas mal de Grecs qui l'ont vu, on peut estimer à 150 000 ou 200 000, sur 10 millions d'habitants, le nombre de Grecs qui ont vu ce film. Où peut-on se le procurer? Il est en gratuit sur Internet, donc vous pouvez le voir en basse définition partout sur Internet. Et sans Internet, comment peut-on? Vous avez le DVD en bas à la sortie. Voilà. C'était fait exprès? C'était la question exprès? Στην περίοδο της δολοκτησίας, ο Χαρκάς περιορίζονταν στο πόδι των ανθρώπων. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, που ο Χαρκάς πια δεν είναι στο πόδι, αλλά είναι στο μυαλό. Τώρα η δουλεία θέλει άλλο ανάστημα. Το να κατανοήσουμε δηλαδή ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και πρέπει να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Να ξαναγίνουμε αυτοεξούσιοι. Να ξαναπάρουμε δηλαδή τη ζωή στα χέρια μας. Moi, je voulais juste dire deux mots sur l'esclavage. En fait, ça peut paraître exagéré de parler aujourd'hui de rétablissement de l'esclavage dans nos sociétés européennes. Et en fait, l'analogie est très profonde. C'est-à-dire que ce que fait le système financier, ce que font les banques européennes aujourd'hui avec la Grèce, ce qu'ils font d'une certaine mesure, mais chez nous aussi, mais ce n'est pas encore ressenti de la même façon par les populations, c'est utiliser la dette, comme ça a été très souvent le cas dans l'histoire, et le bouquin de David Graeber sur la dette le montre de façon admirable, utiliser la dette comme un instrument d'asservissement des pauvres, d'asservissement des populations. On prête, les gens ne peuvent pas rembourser, et ensuite on serre, et on extrait toute la richesse qu'on peut extraire. Et quand on fait des moratoires, comme ça a été le cas, quand on fait des annulations partielles de dette, comme ça a été le cas pour la Grèce il y a 2 ans, on calibre soigneusement l'annulation de la dette pour pouvoir continuer à saigner le patient. Parce qu'on sait très bien que si on n'avait pas annulé la dette, de toute façon, la Grèce ne pouvait pas payer, donc elle était obligée de faire défaut. Donc on annule partiellement la dette, de façon à ce que la Grèce ne fasse pas défaut, puisqu'elle va pouvoir continuer à payer les 6 ou 7 ou 8% du PIB par an que les créanciers soutirent. Et donc l'annulation de la dette, c'était pas du tout l'annulation de la moitié de la dette, c'était pas du tout un geste de mansuétude ou de générosité, bien au contraire, c'était parfaitement machiavélique pour poursuivre la saignée de la Grèce pendant le plus de temps possible. Εάν θα έλεγα κάτι σε κάποιο φίλο μου Γάλλο, θα του έλεγα ναι, κοίτα, πρόσεξε. Τα πράγματα έρχονται ξαφνικά και είναι θυελλώδη πολλές φορές, όπως εμάς εδώ. It's the same old song.
get a right to know who's wrong. We're standing in St. Agnes Square. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Ελλάδας. The rich are staying rich. Each one of us is their bitch. We're standing in St. Agnes Square. Sing for justice and for peace as they knock out our teeth. Standing in St. Agnes Square. Cette politique qui tue les gens chaque jour. The money men rule the day, the politicians them to pay. Standing in St. Agnes Square. The police and they fly to their abuse, we're open wide. C'est pour ça que, bon, Éric Toussaint disait tout à l'heure dans la petite vidéo avant que la seule solution pour la Grèce, si elle veut se sortir à la tête de l'eau, c'est l'annulation totale et à ses propres conditions de la dette publique. Aujourd'hui, c'est évident. Sinon, les Grecs vont continuer à travailler pour le système financier européen et à se voir ponctionner ces richesses énormes chaque année. Donc c'est pas du tout. Je comprends que ça a eu un écho très très fort dans l'opinion grecque, cette histoire de nous ne voulons plus vivre comme des esclaves, parce que c'est vraiment, je pense, le sentiment populaire et ça correspond à une réalité historique. Hein. Puis la deuxième chose qui est très impressionnante dans ton film, c'est c'est la vitalité de la société, c'est la façon dont les gens s'auto-organisent. On le savait un peu, mais c'est toujours impressionnant de voir les acteurs comment ils pratiquent et combien de temps ils réfléchissent à ce qu'ils font. Donc, ça, je trouve que c'est extrêmement riche. Το να μην ζήσουμε σαν δούλοι είναι το σύνθημα που όταν σκεφτήκαμε το πώς θα δουλέψουμε το εργοστάσιο ήταν αυτό ακριβώς που νιώθαμε εκείνη τη στιγμή. Το να μην μπούμε σε μια διαδικασία να είμαστε σκλαβωμένοι. Να μην μπούμε στη διαδικασία που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα το να μας έχουν σκλάβους και να μας πετάνε ένα κομμάτι ψωμί για να μπορούμε ίσα ίσα να επιβιώσουμε. Αυτό σκεφτόμασταν και προτιμήσαμε το να είμαστε πιο φτωχοί αλλά ελεύθεροι σε σκέψη και σε πράξεις. Αυτή ήταν η σκέψη μας από την αρχή. Έτσι ακριβώς σκεφτόμασταν όταν βάλαμε το πλαίσιο και μιλήσαμε για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Αυτό ακριβώς εννοεί. Το να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να μπορούμε να ενεργούμε ελεύθερα, να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να πράττουμε ελεύθερα. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'opposition au projet du Canada. Le 9 novembre dernier, il y a eu une journée internationale de soutien. Malheureusement, elle a été très peu suivie. Il est difficile de mobiliser les gens sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc ça a été peu traité jusqu'ici. Peut-être que le film va y contribuer un petit peu. C'est vrai qu'il faut transmettre l'information autour de nous. Il y a d'autres formes de solidarité qui se développent vers la Grèce, notamment ce collectif France Grèce Solidarité pour la Santé, qui organise des rendez-vous ici ou là en région. Il y a 2 jours, il y avait la création d'un collectif à Cahors, par exemple. Vous pouvez éventuellement vous lancer dans cette initiative. Nous, avec ce film, le DVD du film et avec le livre sur Exarchia, que vous avez en bas à la sortie, Exarchia la Noire, on essaie de faire connaître le quartier autogéré d'Exarchia, parce que c'est quand même 45 000 habitants, même s'ils ne sont pas tous dans l'autogestion, c'est quand même la plus grande zone autogérée en Europe aujourd'hui, sauf qu'elle ne pratique pas le municipalisme qui est proposé donc, par exemple à Marinaleda avec 3 000 habitants. C'est pas du tout la même chose, hein. Donc ça se mélange entre le capitalisme et l'autogestion, les zones de gratuité, les prix libres, etc. dans ce quartier d'Exarchia, mais il est vraiment à part entière. Donc ce livre, on le vend entièrement au profit du dispensaire social d'Exarchia qui est complètement autogéré aussi. Voilà parmi les actions de solidarité qu'on fait. Mais le plus important pour les Grecs en lutte, ils nous disent, et c'est ceux qui nous disent aussi dans le film, c'est de résister aussi de notre côté autant que nous le pouvons, parce que ce n'est qu'ensemble, partout où nous sommes, que nous pourrons construire du changement. Voilà, c'est pas en nous isolant derrière nos frontières, d'après nous en tout cas, dans du protectionnisme sur différents plans, quel que soit l'attachement que certains peuvent avoir à leur territoire. Pour nous, la solution est dans l'internationalisation de la lutte. Βρισκόμαστε στην εποχή των νέων επαναστάσεων οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει.
όπως ακριβώς κανένας Γάλλος την παραμονή της Γαλλικής Επανάστασης δεν φαντάζονταν ότι θα ζήσει χωρίς βασιλιά, αλλά ο σχεδιασμός της Επανάστασης το έκανε πράξη, ούτε βεβαίως κανένας Γάλλος δεν φαντάζονταν ότι την άλλη μέρα θα βρεθεί σε μια κομμούνα του Παρισίου, και αυτό έγινε μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Έτσι, το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης θα είναι αυτό το οποίο θα φανταστούμε μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που πρέπει ήδη να αρχίσει. Sur les moyens de communication, les radios libres. Il y a beaucoup de radios libres en Grèce maintenant. J'ai eu du mal à les compter. Sur les sites internet de chacune, il y a les liens vers la plupart des autres. Je crois qu'en tout, j'en compte à peu près une vingtaine, une trentaine. Pour les radios libres qui ont un caractère un peu politique, de résistance, on va dire, notamment Radio Indazine, mais pas la seule. Les médias, le visage des médias a changé ces dernières années, surtout ces 5 dernières années, depuis 2008 donc, en raison de la défiance de la population grecque à l'égard des masses médias, qui étaient autrefois vraiment berlusconiennes. Donc, je vous ai montré quelques éléments dans le film pour vous donner une petite idée, aussi avec le recul dans une langue étrangère, de l'absurdité et de l'ignominie de ce qu'on nous propose comme soupe culturelle à la télévision. Et donc, en l'occurrence, il y a eu un grand mouvement anti-télé, de gens qui ont mis la télé dans la rue, par exemple, ou qui en ont fait autre chose. Moi, j'ai une tante en Grèce qui met du basilic dans sa télévision, depuis qu'elle a enlevé le tube cathodique. Elle met près de la fenêtre, et je peux vous dire que ça pousse très bien. D'ailleurs, elle dit que depuis, la télé lui donne toujours de bonnes nouvelles, parce qu'il y a toujours des points de croissance. Donc, il y a des gens qui mettent des livres dans les télés, il y a des gens qui mettent leur chat dans la télé. Le chat adore le magnétisme de la télé avec un petit coussin à l'intérieur, c'est formidable. Ça ne marche pas avec les écrans plats ou alors pour les chats très maigres. Donc il y a un rapport aux médias qui est très fort et d'autant plus, enfin une critique des médias qui est très forte et d'autant plus que finalement la télé publique, je vous dis, on l'a arrêté donc, de façon sans préavis le 11 juin dernier. Il faut dire que c'était pas terrible. Donc, il y a des gens qui ont milité dans la rue, qui ont manifesté contre ça. Personnellement, moi, je n'ai pas signé la pétition parce que si par exemple les salariés d'Areva n'avaient plus de travail demain, je me battrais pour qu'ils puissent retrouver du travail ailleurs, mais pas à Areva. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a aussi des feuilles de chou qui se multiplient, je veux dire des petits médias papier, parce que les gens achètent de moins en moins, évidemment, alors que les Grecs achetaient énormément de la presse papier dans les kiosques, dans les pléiptéla, comme on dit. Depuis, ils achètent beaucoup moins, évidemment, cette presse qui a du mal à faire croire les illusions officielles du régime. Et par conséquent, tout le monde fait sa petite feuille de chou, et en particulier avec Cerkia, puisqu'il y a beaucoup d'imprimeurs et d'éditeurs. Il y a énormément de journaux qui se sont développés, comme le journal Babylonia par exemple. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une information alternative qui se multiplie. Alors ne croyez pas qu'en Grèce, tout change de façon radicale. Hein. Il y a encore une majorité gouvernementale très réactionnaire. Enfin, réactionnaire. Moi j'appellerais ça réactionnaire, toi t'appellerais ça plutôt turbo-capitaliste, hein, néolibéral. Hein. Ben, moi, néolibéral, ça me gêne, tu vois, parce qu'on reprend les mots de ce système. C'est comme par exemple quand on parle de Hollande. Pourquoi dire social-libéral ? Il faut refuser d'utiliser ces mots, à mon avis, parce que social-libéral, c'est tout le contraire de ce que nous propose le régime aujourd'hui, qui est antisocial, qui nous propose une dérive antisociale et qui nous propose une dérive autoritaire. Donc, je pense qu'il faudrait refuser d'utiliser ce terme. Το πρόβλημα δεν είναι με ένα σύστημα οργανωμένο πάνω στη βία. Αυτή νομίζω ότι είναι η διαφορά της βίας των ανθρώπων που εξεγείρονται και της βίας ενός συστήματος που συνεχίζει να υπάρχει γιατί απλά χρησιμοποιεί τη βία. Γιατί με βία θα βγάλει τον άλλον από το σπίτι του και θα μένει στον δρόμο, με βία τον διώχνει από τη δουλειά του, με βία τους περιφέρεται στο σχολείο, στην εκπαίδευση. Είναι οργανωμένο όλο πάνω στη βία. Ενώ εμείς που σκεφτόμαστε ένα μέλλον με ειρήνης και αδερφότητας και αλληλεγγύης, το μόνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βία είναι ή ως απάντηση σε αυτό, ως άμυνα σε αυτό, ή ως μια στιγμή για να αλλάξει η ιστορία, ο ορούς της ιστορίας.
comment la majorité actuelle est complètement discréditée, à bout de souffle, ne tient plus qu'à un cheveu, et il est probable qu'il va se passer des choses dans les mois qui viennent. Mais voilà, beaucoup dépendra de ce que nous, en France et en Europe, on sera capable de faire pour soutenir le développement des alternatives au niveau gouvernemental et aussi au niveau de la société. Si le gouvernement de gauche en Grèce ne s'appuie pas sur les expériences autogestionnaires, économie solidaire, et ne mise pas à fond sur cette dynamique-là, et c'est pareil, il sera rapidement cuit, puisqu'il y aura une fuite des capitaux, les capitalistes grecs essaieront de saboter, le chômage risque d'augmenter. Donc s'il n'y a pas une politique publique, et je crois que la politique publique en l'occurrence elle est massive, d'appui à ces expériences d'auto-organisation et d'autogestion, la gauche grecque se retrouvera rapidement dans l'impasse. Donc là je crois qu'il y a vraiment une convergence d'intérêts, au-delà du vieux débat entre marxistes et anarchistes. Je crois qu'il y a vraiment une convergence et une alliance objective à laquelle il faut vraiment travailler. Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi sur ce dernier point. Par contre, je veux dire qu'en Grèce, il y avait avant 2008, il y avait 30 à 60 lieux autogérés, identifiés, vraiment des lieux importants. Et aujourd'hui, d'après Vangelis Nanos et Dimitri Andonopoulos qui sont passés en France, on fait une tournée en France récemment, il y a environ 750 lieux. Maintenant, vous vous rendez compte de la différence? Donc la crise, finalement, au sens antique du terme, et pas au sens médiéval du terme, tel qu'il est repris aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une exception de la crise qui a pris le dessus sur une autre. La crise à l'origine, ça vient de crisis, tu le sais mieux que moi, en grec ancien, qui veut dire le moment de vérité, le moment du jugement, tout simplement parce que dans l'Antiquité grecque, dans certaines cités, pas Athènes, mais à Thèbes, à Sparte par exemple, les personnes qui étaient en conflit avec la communauté étaient mises en abîme, comme on dit aujourd'hui encore, on a gardé l'expression de mise en abîme, étaient sur le siège périlleux, entre guillemets, encore une autre expression, c'est-à-dire près d'une falaise, d'un précipice, dans un moment de catharsis où on les poussait à dire la vérité, à se remettre en question face à la communauté, à ce qui est un moment finalement positif, qui était considéré comme positif, pas négatif. C'était pas un terme non plus péjoratif ou inquiétant. Au Moyen-Âge, c'est devenu tout à fait autre chose. Et nous, on a gardé l'acception moyenâgeuse de la crise sanitaire, en réalité la peste économique et sociale qui nous frappe, et vis-à-vis de laquelle on est complètement résigné. Le propre de la peste, c'est quoi? La peste économique et sociale, telle qu'on identifie ce mot crise aujourd'hui, c'est un phénomène qui nous conduit à quoi? Qui nous conduit, comme durant les pestes médiévales, à l'isolement, à nous éloigner les uns des autres, à fermer notre porte de notre maison, à avoir peur du pestiféré, donc du rhum en l'occurrence, du chômeur, du SDF. On ne veut même pas tourner les yeux vers lui, tellement il nous inquiète, tellement on aurait peur de recevoir finalement, qu'il nous transmette sa maladie, d'être frappé par la peste économique et sociale. Et donc il y a une acception de la crise qui a pris le dessus sur une autre, alors que l'acception initiale, étymologique, antique, c'est au contraire une opportunité formidable. Alors je sais que ça peut sembler choquant, mais oui, peut-être que bien que dramatique, la crise n'est pas une catastrophe, c'est même peut-être une chance, parce que c'est un moment de vérité, un moment du jugement pour ceux que vous savez, dont on a parlé tout à l'heure, un moment de vérité pour nous aussi, parce que nous avons à nous remettre en question aussi, non seulement dans le rapport au pouvoir, à l'organisation politique de la cité, mais aussi on a à se remettre en question par rapport à notre propre mode de vie, parce qu'on crée aussi tout ça. On crée aussi tout ça sur le plan économique et social. Et donc, par conséquent, il me semble qu'il y a une brèche, et quoi qu'il arrive, alors bien sûr, il vaudrait mieux que demain, par exemple, Syriza en Grèce arrive au pouvoir, évidemment, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, sans espérer absolument le grand soir, commencer dès maintenant, là où on est, à organiser des poches de résistance et d'autogestion, vivre autrement, pratiquer la gratuité quand c'est possible, développer le prix libre, proposer des choses autour de nous, proposer tout simplement de partir d'un postulat différent de l'humain, croire en l'humain, c'est-à-dire fonder une société, parce qu'une société c'est avant tout sur la base d'un postulat de l'humain. Si Thomas Hobbes, dans l'histoire, nous a proposé le Léviathan au milieu du XVIIe siècle, c'est parce que son postulat de départ dans son livre, c'est l'homme est un loup pour l'homme, la formule, le slogan de Grotius. À l'inverse, pour Jean-Jacques Rousseau, qui contredit le Léviathan dans le contrat social un siècle exactement plus tard,
vous le savez, ça on vous l'a appris à l'école, l'homme est naturellement bon et c'est un synthétique de société qui le rend mauvais. Donc c'est selon le postulat, selon la vision de l'humain. Et c'est pour ça que la lutte contre le fascisme se situe aussi là. Parce que selon la vision qu'on aura de l'humain, de sa potentialité à être différent, à vivre autrement, à apprendre non seulement à partager, mais même à mettre en commun, ce qui est peut-être encore mieux que de partager, et bien peut-être qu'on pourra vraiment construire une société différente. Mais pour cela, il faut aller à la rencontre du visage de l'autre et se dire qu'il est capable d'autre chose que de ce qu'on lui propose aujourd'hui et de ce qu'il se commet à faire aujourd'hui. Μαζί με την κρίση στην Ελλάδα υπάρχει μια κρίση νοήματος. Ο ίδιος ο άνθρωπος χάνει πλέον το παραδοσιακό, αυτό που είχε ως στάνταρο σήμερα και προσπαθεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή του πάλι ξανά από την αρχή. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να στρέφονται σε παραδείγματα που για μας ήταν, που ναι μεν τα αναφέραμε πάντα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι μαζικά ο κόσμος στρέφεται σε αυτά. Σε δομές οριζόντιες, σε κινήσεις αλληλεγγύης. Και αυτά είναι ένας τρόπος ουσιαστικής αντίστασης. Γιατί δεν είναι το θεωρητικό, είναι η πράξη. Όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο που δεν είναι ιδεολογικά με εμάς, έχει κουραστεί να ακούει λόγια. Αν του κάνεις την πράξη, τότε μπορεί να καταλάβει και να έρθει και ο ίδιος, όπως έχει συμβεί. Marina Leda en Espagne est issue et née de la réappropriation de terres anciennement depuis des générations dans le cercle des familles royales, on va dire, donc qui ont été prêtées à la communauté et qui maintenant sont exploitées, utilisées en exploitation agricole, avec effectivement une commune d'environ 3000 habitants qui est autogérée, où il n'y a pas de police, de gendarmerie, où tout se fait sous forme collective avec des assemblées générales en fin de semaine, pour réguler tout ça, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout. Donc c'est Marina Leda en Espagne. Et concernant le quartier autogéré que vous m'avez fait découvrir aujourd'hui, Exarcheria, donc j'aimerais connaître un petit peu plus d'origine. Donc c'est un quartier, est-ce qu'il y a eu des bâtiments donnés, est-ce que c'est... comment ça s'est passé au niveau de la ville, est-ce que c'est un parc qui a été légué, enfin, quel est le contexte derrière et comment c'est né, bon, la révolte et le besoin de faire autre chose. Et voilà tout le contexte qu'il y a derrière, quelles sont les structures et comment ça vit exactement. Tu m'as pas allé avec Sarki encore. Quand j'ai arrivé à Sarkia, je suis sans papier, j'ai un problème avec ça, et beaucoup de temps. Et ici, je me trouvais bienvenu. Ici, il y a la liberté, il y a la communauté de vivre. Il y a tout le monde, il n'y a pas la différence, le peau, le couleur, la nationalité. Ici, tu te sens que c'est toi, les gens t'aiment. On t'accueille avec joie, c'est ça qui me plaît. Ici, il n'y a pas la police qui te dérange tous les jours, qui t'arrête, qui te demande toujours que tu as les papiers, tu es de quelle nationalité. Donc ici, pour moi, c'est le meilleur endroit. Ça c'est bon, ça c'est peut-être une utopie. Alors concernant Exarchia, un bref résumé. En gros, Exarchia c'est un quartier d'Athènes, au centre d'Athènes. Vous voyez l'acropole, vous n'êtes pas allé à Exarchia, vous êtes allé jusqu'à l'acropole un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Ou presque, presque tous. Donc vous avez l'acropole, vous avez le Parlement, à la place de la Constitution, le Synagma. Et en fait, ça peut former un carré de l'autre côté avec au nord, Omonia, au nord exactement de l'acropole, et la place Omonia. La place Omonia qui, avec la place Synagma, sont les deux places autour desquelles on manifeste, quand on manifeste à Athènes, donc avec les avenues Stadiou et Panepistemiou. C'est le tour habituel. Et justement, quand ça se passe mal, on se replie en diagonale vers Exarchia, qui est l'autre angle de ce carré que je forme, qui se trouve donc entre le Lycabette et l'acropole en fait. Voilà. Donc quand vous êtes sur la place Synagma ou à Plaka, au pied de l'acropole, vous êtes du bon côté et il vous suffit de regarder les deux hauteurs, le Lycabette et l'acropole, et d'avancer entre les deux, pas très loin, à 1 km environ, vous arrivez à Exarchia. Exarchia, c'est un quartier de 45 000 habitants, c'est pas beaucoup pour Athènes, hein. C'est beaucoup pour une zone partiellement autogérée, mais c'est pas beaucoup pour Athènes qui est une mégalopole de presque 4 millions d'habitants en tout, au niveau de l'Attique, on va dire, de Grand Athènes. Presque la moitié de la Grèce, un grand tiers. À Exarchia, donc, depuis à peu près le milieu du 19e siècle,
Il y a d'abord un symbole de la générosité, puisque ce quartier a pris le nom d'un épicier qui ne faisait pas payer les ardoises de ceux qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc c'est pour ça que d'abord la place, cette petite place triangulaire minuscule en fait, a pris le nom d'Exarchia, puis le quartier tout entier. Et déjà un rapport avec les dettes. Il a annulé les dettes déjà. Voilà. Donc Exarchia est bien une réponse peut-être au problème actuel de la Grèce aussi à ce niveau-là. Et donc dans les années 1870, dans ce quartier qui était une ancienne carrière, qui avait servi à reconstruire un petit peu Athènes, qui au milieu du XIXe siècle ne faisait que 40 000 habitants. C'était minuscule Athènes. À la fin du 19e, du 18e, c'était seulement 10 000 habitants, Athènes, 10-12 000, 40 000 au milieu du 19e. Et donc c'est des gens, surtout des Cyclades, qui ont occupé cette colline, la colline de Stéphi, qui était une carrière, qui l'ont terrassée, qui ont planté des arbres. Donc il y a eu beaucoup d'arbres aussi, quelques symboles également. Et donc ils ont fait du commerce avec certaines régions comme le Péloponnèse, les îles, les Cyclades. Et donc c'est pour ça qu'il y avait quelques épiciers sur cette colline. Et donc il s'est passé un événement très important quand, au milieu des années 1870 à peu près, se sont installées autour et dans Exarchia plusieurs grandes écoles, l'université de droit, l'école polytechnique, donc bien connue. On vous en a parlé un petit peu. C'est l'un des motifs principaux de la chute du régime des colonels en 1974, notamment à cause d'une radio pirate qui émettait depuis l'école polytechnique en novembre 1973 et qui a provoqué l'arrivée des chars. On a fêté le quarantenaire il y a peu de temps. Et d'ailleurs, le régime autoritaire à Athènes n'a pas hésité à envoyer des CRS un petit peu partout, là où les gens exprimaient un peu trop fortement leur liesse par rapport à ce souvenir. Et Exarchia a été attaqué d'ailleurs la nuit qui a suivi, durant la nuit qui a suivi, par un grand nombre de voltigeurs qui ont fait 189 interpellations au bord d'Exarchia, mais ils sont repartis très vite quand même, parce qu'il fait chaud un peu dans ce quartier, si vous l'avez compris. Et donc du coup, c'est le quartier depuis les universités, des libraires et des éditeurs, comme vous l'avez dit dans le film. C'est depuis cette époque-là c'est un peu le cœur de la culture, et surtout la culture alternative à Athènes. Et donc que les gens ont tendance un peu à résister. Les premières émeutes ont déjà eu lieu à Exarchia à la fin des années 1880, voilà, premières émeutes étudiantes. Et puis même auparavant, un petit peu, il y avait déjà des tensions contre le roi Othon durant la xénocratie, c'est-à-dire la période durant laquelle, après l'indépendance de la Grèce, c'était le pouvoir en Grèce appartenait à un roi qui avait été imposé par les grandes capitales européennes et qui était tout simplement l'héritier de l'empereur de Bavière, voilà, pour obtenir la reconnaissance européenne. Donc déjà à l'époque, une forme d'hétéronomie politique, la Grèce assujettie aux grandes capitales qui lui dictaient un peu ses choix politiques et qui compromettaient sa souveraineté. Μόλις περνάς στη Σόλωνος είναι ο κάθετος δρόμος, λέει αλλάζει ο αέρας. Έχει αεράκι ελευθερίας. Αυτό ήταν έτσι που ξεκινούσαμε ένα κείμενο μια φορά που γράφουμε για τα Εξάρχεια. Τα Εξάρχεια συμβολίζανε πάντα, όχι μόνο για μένα, και για όλη την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ήτανε πάντα ο πυρήνας της αντίστασης. Γι' αυτό και αλλάζει και ο αέρας εδώ. Ici, à Exarchia, les racistes et les fascistes ne rentrent pas ici parce qu'ils ont peur des anarchistes.
Incrédule et conscient, écoutant ta raison, peux-tu dès lors admettre entre nos différences que soient dressés des murs comme autant de prisons, cloisonnant nos tribus selon nos apparences? Imagine un pays unique et sans drapeau, où seraient révolus les guerriers sacrifices, sans clan ni religion ni marque sur la peau, où pourraient vivre en paix nos filles et nos fils. Ce désir de changer les choses pourrait bientôt gagner chacun, si tu nous rejoins, si tu oses, et le monde ne fera qu'un. Dans votre film, vous évoquez la poussée de l'extrême droite. Comment évaluez-vous les dangers fascistes, extrémistes en Grèce actuellement? Est-ce que vous pensez que la société civile est plus forte, les mouvements de la société civile sont plus forts que ce danger fasciste? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Donc je crois encore, et après tu t'exprimes sur le film quand même. Depuis des mois et des mois, on voyait régulièrement des lieux ou des personnes attaquées, des lieux détruits ou des personnes attaquées, en présence d'une surveillance policière. Et on a des preuves de ça. Par exemple, il y a un lieu de ce film qui a été détruit, complètement détruit, mais qui en ce moment est en train de se reconstruire. C'est le Synergio. Si vous vous souvenez, Synergio, ça veut dire synergie et garage à la fois, hein, à 20 km du centre d'Athènes, dans le quartier d'Iliopoli, quartier que j'ai bien connu, qui s'appelle Iliopoli et Ville du Soleil. Et donc ce lieu a été complètement détruit. Vous vous souvenez qu'il avait déjà été attaqué par des visites fascistes, une trentaine de fascistes pour la dernière fois, en motocyclette. Et là, ce coup-ci, ça a été une centaine au mois de juillet. Et ils ont détruit le lieu, ils ont frappé à coups de barre de fer des jeunes de 16 ans qui étaient dans les locaux, par exemple, qui se sont retrouvés à l'hôpital, y compris des gens que vous avez vus à l'écran. Et un vieux bénévole aussi qui donnait des cours d'alphabétisation à des migrants, motif principal de leur visite, semble-t-il. Donc on a des photos de ça sur le site du film, qui montre qu'il y avait des voltigeurs en second plan, c'est-à-dire des deltas, on les appelle en Grèce, c'est-à-dire 2 policiers par moto. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens matériels en Grèce, donc forcément il faut en mettre 2 par moto, mais c'est aussi pour des raisons que vous connaissez, une technique stratégique. Et donc ils étaient présents, ils ont assisté à toute la scène depuis le début jusqu'à la fin. Ça s'est produit aussi à Alimos, ainsi ça s'est produit aussi à Komodini, dans le nord-est de la Grèce, plus loin que la Macédoine, près de la Turquie d'Europe. Ça s'est produit à différents endroits et chaque fois on a des photos. Et il y a même eu un papier, je ne cite pas souvent Libération, vous avez compris pourquoi, mais il y a eu un papier de Libération il y a quelques temps qui racontait très clairement quelque chose qu'on avait déjà remarqué. Donc peut-être que certains d'entre vous, même si vous n'êtes pas des lecteurs assidus de Libération, avaient eu écho de cette information. 3 jours avant l'assassinat de Pavlos Fyssas, Kilapé, le rappeur antifasciste, assassiné le 18 septembre, donc le 15 septembre, il y a eu des couleurs d'affiches syndicalistes communistes qui ont été matraqués à coups de barre de fer sur la venue entre le Pirée et Athènes, c'est Erdos Péléos, et ils se sont retrouvés dans le coma, et il y avait témoins donc, de la scène, il y avait encore des policiers voltigeurs à moto, les Delta qui étaient là, donc 3 jours avant. Et au moment de l'assassinat de Pavlos Fyssas, et ça on le savait déjà avant le papier en question, puisque nous on connaît des amis donc, de Pavlos qui ont assisté ou qui étaient directement en lien avec les personnes qui ont assisté à la scène, qui étaient là ce soir-là à la sortie d'un café après un match de foot. Donc il y avait des policiers présents depuis le début de la scène, ainsi que des fascistes qui attendaient donc, le rappeur en question. Et au moment où les chauffourées ont commencé, où il a été agressé, ils ne sont pas intervenus. Parmi eux, il y avait une policière, plus jeune que les autres, une seule, qui était, semble-t-il, désorientée, qui se retournait souvent vers ses collègues, qui restaient, eux, pour leur pari mobile. Et ce n'est qu'après donc, la visite de la fourgonnette, qui a sans doute été appelée, ça a été confirmé par des écoutes téléphoniques. Et donc, quand le tueur est arrivé, sur les lieux, il a poignardé au cœur et à l'abdomen Pavlos Fyssas, et sitôt qu'il a fait ça, il n'a même pas eu un regard pour les forces de l'ordre présentes, il ne s'est pas du tout dépêché, il a jeté son poignard tout à l'égout, et il est remonté tranquillement dans sa fourgonnette. Et alors pourquoi je disais ça sur l'homme de l'histoire tout à l'heure, en l'occurrence la femme dans l'histoire, c'est qu'elle a finalement, contrairement à tous ses collègues qui ne réagissaient pas du tout, elle a levé son arme de poing en direction du tueur et elle lui a dit tout simplement « toi tu pars pas ». Voilà. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que
Je sais bien que certains supputent des complots, de toutes sortes de choses qui nous conduisent quelquefois à des excès, à des pensées concernant des conspirations de toutes sortes, etc. Mais je crois que d'abord notre responsabilité elle est entre nos mains. Et qu'ici ou là, quel que soit notre métier, notre situation sociale, etc., notre formation culturelle ou autre, notre éducation, on a toujours une part de liberté qu'on peut exercer par rapport aux choix qui sont face à nous, même les plus audacieux, même ceux qui nous donnent le vertige. Et en l'occurrence, ça peut venir de partout, même donc de cette policière qui a commis ce geste, et donc elle a entraîné de fil en aiguille des dominos. Voilà. Et donc moi je ne crois pas du tout à une théorie par rapport au fait de faire tomber Obdoré, je crois plutôt au fait tout simple que des gens, et ici ou là, soient intervenus dans le cours de l'histoire qui n'est pas écrite d'avance. C'est pour ça que je reste quand même optimiste par rapport à l'avenir. Si on veut vraiment faire quelque chose, les uns ou les autres, ici, là et ailleurs, l'avenir peut changer d'apparence. El ejército del Ebro rumba la rumbam bam. El ejército del Ebro rumba la rumbam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras rumba la rumbam bam. Y a las tropas invasoras rumba la rumbam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Vers quoi doit-on aller? Est-ce que ça doit être complémentaire? Est-ce qu'on peut faire sans violence? Ce qui est une vraie question. Est-ce qu'il va falloir en passer par de la violence? Parce que les autres en face, ils sont violents. Tous les mouvements fascistes, Aube Dorée, mais le FN en France, il n'y a pas d'équivoque non plus. Hein. C'est des mouvements violents. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour fédérer tout le monde autour d'une réaction qu'il va falloir avoir, de toute façon? Voilà, ça, c'est des questions. Et après, sur tout ce qui est autogestion, alors mais là, on en a jusqu'au bout de la nuit. On pourrait discuter. Donc, moi, personnellement, je pense que l'alternative, elle est plutôt dans les fameux lieux d'hétérotopie, comme disait Foucault, hein, donner un lieu à l'utopie pour pouvoir l'expérimenter de l'intérieur et la donner à voir à l'extérieur. Par contre, la question qui subsiste, c'est comment la défendre. Comment défendre ces pépinades d'utopie quand il y a du harcèlement administratif, du harcèlement financier, du harcèlement juridique, du harcèlement policier aussi par rapport aux papiers disponibles pour les personnes qui sont présentes, les migrants qui sont dans ces lieux, etc. Donc, comment on fait pour se défendre? Comment on fait pour se défendre aussi quand on arrive à avoir faim? Quand on a tant de gamins comme en Grèce qui sont dans des écoles non chauffées, qui sont obligés de fermer l'hiver parce qu'elles ne sont pas chauffées, qui n'ont même plus de livres ou de papier pour travailler à l'école, qui s'évanouissent dans les cours d'école parce qu'ils ont faim, parce qu'on supprime de plus en plus les sandwicheries, les moyens d'hiver, parce qu'en Grèce, c'est pas la journée continue comme en France, enfin, avec la cantine, c'est une sandwicherie à la fin de la matinée pour finir la journée scolaire vers 2h. Donc on a énormément de cas de ce genre. Comment on fait face à cette détresse immédiate qui apparaît sous nos yeux? Même si aujourd'hui, étant informé comme on est informé, on sait que, d'après les chiffres de la FAO, qu'on est passé de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde à 1 milliard. Donc tout ça, on le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on est prêt à accepter ça? Et de quelle façon on est prêt à répondre à ça, à s'opposer à ça? Je voudrais juste dire que contre le fascisme, il y a deux choses qui me semblent absolument inutiles. La première, c'est de faire de la morale, hein, c'est de dire oh, qu'ils sont méchants, ils ne respectent pas les droits de l'homme, etc. Ça n'a jamais marché. Hein, c'est pas, si le fascisme se développe, si l'extrême droite conquiert des voix et des esprits, c'est malheureusement parce que le système politique dominant apparaît aux yeux des gens comme impuissant, démissionnaire, complice de ce qui se passe, de la misère qui se développe, et bon, les gens finissent par, évidemment à tort, mais finissent par en appeler des solutions autoritaires en se disant que de toute façon ça ne peut pas être pire. Bon. Et la morale, donc on voit en ce moment se développer face aux attaques scandaleuses de l'extrême droite contre Christiane Taubira et toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui. On voit malheureusement se développer ce qui me semble être une réaction moraliste complètement
surtout de la part du Parti socialiste et du gouvernement qui a quand même de lourdes responsabilités dans le climat politique actuel. Bon, ça c'est la première chose à mon avis qui sert à rien. La deuxième chose qui sert à rien, c'est de se dire on va aller casser du fascisme, on va s'équiper, mettre nos blousons de cuir, nos casques et nos matraques, et puis on va attaquer les fascistes. Alors, je ne sais pas si c'était la manif à moto là, des Antifa, c'était pour montrer que... pour occuper la rue. C'était une démonstration, c'était pas pour aller attaquer les Aubes Dorées, c'était pour montrer qu'ils étaient là et que Aubes Dorées ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Donc, protéger les gens qui n'étaient pas protégés par les forces de l'ordre. Mais il y a une certaine conception du combat antifasciste qui consiste à dire on va casser les fables dès qu'on les voit, qui est désastreuse, parce que ça finalement, les gens, voilà, la population devient spectatrice de combats militaires entre des milices. Alors certes, les unes sont plus sympathiques que les autres, mais ça réduit le citoyen au rang de spectateur passif, alors que je suis tout à fait d'accord avec toi, ce qu'il faut contre le fascisme, c'est développer des alternatives, développer un imaginaire alternatif de la société, et montrer qu'il y a d'autres possibilités que cette société où l'homme est un loup pour l'homme, où la concurrence détruit toutes les valeurs, toutes les solidarités. Et donc c'est pas ni faire la morale, ni casser la tête des fascistes, c'est développer des alternatives crédibles, concrètes, qui font rêver, qui donnent de l'espoir, parce que le fascisme c'est toujours la solution du désespoir, c'est la solution des gens qui n'ont plus... La solution, c'est pas une solution, enfin, c'est le refuge des gens qui n'ont plus aucun espoir, qui ne voient plus aucune issue. Donc notre boulot à nous, c'est de montrer que... Je m'excuse, là je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Non, un peu oui, au début oui, et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je suis dans le doute. Hein. Donc Thomas, je te dis franchement, je suis dans le doute sur par exemple la question de l'affrontement de rue, de la façon dont ça se passe, etc. La question d'une milice plus sympathique qu'une autre, mais qui néanmoins est quand même une milice, tout ça je l'entends. Mais par contre, de là à dire que les fascistes sont des gens qui sont désespérés, etc., il y a énormément c'est pas le produit seulement du désespoir, je veux dire, dans la nature humaine... Les fascistes, je dis l'audience qui parviennent à conquérir. Oui, mais parmi ceux-là, Thomas, il y a aussi des gens qui sont, depuis des générations, inscrits dans une vision de l'humain qui est profondément écœurante et qui, du coup, génère chez nous un sursaut moral et qui nous donne envie de répondre sur le plan moral. Parce que si François Hollande n'a aucune raison, n'a aucune légitimité pour faire de leçon de morale, là je suis d'accord avec toi, autant la plupart des gens qui sont dans cette salle peuvent défendre, à mon avis, un point de vue moral dans une conversation, qu'elle soit au bistrot, en famille ou ailleurs, en émettant des réserves par rapport aux valeurs humaines fondamentales. À mon avis, la morale a sa place dans tout ça, par contre pas chez les gens qui justement sont totalement en contradiction. Et quant aux personnes qui sont dans ces mouvements fascistes ou qui sont électeurs, parce que c'est déjà participé que d'être électeur de Marine Le Pen, etc., ces gens-là, parmi ces gens-là, il y a plein de gens qui vivent bien. Il y a des cathos trad de droite, d'extrême droite traditionnelle, qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux, qui se multiplient et qui soutiennent. Par exemple, l'électorat d'extrême droite, aujourd'hui, il est souvent dans les lotissements. Avant, il était dans les banlieues, il s'est déplacé dans les lotissements. Donc, moi, il me semble que cet électorat qui se met un peu à l'écart du monde, avec sa petite maison plus difficile à chauffer, avec son petit panier au supermarché le samedi, etc., et qui ne veut pas voir ce qui se passe dans le reste du monde, il n'est pas si désespéré que ça. Il a surtout très peur, c'est vrai. Je lui donne des excuses, hein, c'est vrai peut-être. Mais néanmoins, dans l'ensemble, il y a quand même une... Oui, finalement, peut-être pas tant d'excuses que ça. On n'arrivera pas de toute façon à être d'accord, surtout heureusement la diversité. On se parle franchement, hein. On se parle franchement, on a des nuances, il faut l'exprimer. Sinon c'est pas intéressant. On va pas faire semblant comme à la télé, se taper sur l'épaule en se disant voilà, bien sûr, bien sûr. Μπορεί να ακούσεις ότι είναι αντικαπιταλιστές, προσαρμόζονται, έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα το να παίρνουν ιδέες από οποιονδήποτε, να τις φέρουν στα μέτρα τους και με αυτόν τον τρόπο να φέρουν κόσμο δίπλα τους και κοντά τους σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή του πλανήτη. Ο φασισμός είναι ουσιαστικά ένας λύκος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους λύκους, τους αγαπάω τους λύκους σαν ζώα. Αλλά μεταφορικά να το πάρουμε, ένας λύκος που βάζει την προβιά, δίνεται πρόβατο και μπαίνει στο μαντρί με τα πρόβατα και το παίζει πρόβατο για να τα φάει όλα. Εδώ φοράει μια σημαία, το παίζει πατριώτης για να φάει μετά όλους τους ανθρώπους αυτούς και να τους ποτάξει σε μια φοβερή σκλαβιά, αφού μιλάγαμε για σκλαβιά νωρίτερα. Και δυστυχώς έχει ανέβει πολύ και στην Ελλάδα πάρα πολύ και στη Γαλλία έχει
Αλλά πάντα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό. Ο λύκος μες στο μαντρί με τα πρόβατα. Που το παίζει πρόβατο. Le fascisme porte des masques différents, en Grèce, en France et ailleurs, mais le visage est le même. Soyez vigilants. La question de la violence, elle se pose aussi par rapport à la façon dont on réagit face à la violence du système, la violence sociale dans la société. Parce que comme l'a dit Vangelis Nanos dans le film à un moment donné, la violence elle est vraiment partout dans notre société. Notre société est fondée sur la peur, mais elle est aussi fondée sur la violence. Justement, c'est comme ça qu'on dresse les animaux. Malheureusement, on le voit partout. On nous dresse comme des animaux à travers la peur qui nous rend immobiles, qui nous conduit à ne surtout pas tomber dans la situation de celui qu'on nous montre du doigt, et qui est soit exclu, soit carrément bouc émissaire. Donc, face à cette violence du système, c'est vrai que je suis personnellement plutôt partisan de la création de lieux alternatifs, de pépinières d'utopie, comme c'est le cas avec Sarkia par exemple, dans lesquels on peut ne plus avoir besoin du système en place et de ces contradictions semblables, y compris par rapport aux devises en Grèce comme en France, la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, qui est une devise qui nous convient très bien, quelles que soient nos opinions, même les libertaires qui sont dans la salle, qui sont venus rendre visite à la TAC ce soir. Je pense que liberté, égalité, fraternité, c'est une devise qui leur convient très bien et qui n'appartient à personne d'ailleurs. Αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ο καπιταλισμός λέει ως ελευθερία δεν έχει κανένα σχέση με την ελευθερία. Δηλαδή, ακόμα αυτό το πράγμα που λέγαμε ότι μπορεί κάποιος να πάει να πάρει ελεύθερα ένα προϊόν κτλ. Αυτό το πράγμα δεν είναι ελευθερία. Γιατί ούτως ή άλλως είναι ένας προσδιορισμός και μια δημιουργία αναγκών, η οποία μας επιβάλλει το ίδιο το σύστημα. Οπότε δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της ελευθερίας. Η έννοια της ελευθερίας είναι να πω ότι εγώ επιλέγω αυτό το προϊόν, εγώ το φτιάχνω και εγώ το εκμεταλλεύομαι για μένα και για το κοινωνικό σύνολο. Au début du film, il est dit que certains pays s'en sont sortis, dont l'Islande, ça je me rappelle bien. Et donc même si les situations ne sont pas comparables, comment ces pays s'en sont sortis, quels sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, juste sur l'Islande, donc comme pour l'Argentine en 2001, l'Islande à un moment donné s'est trouvée étranglée par des dettes. Alors dans le cas de l'Islande, c'était les dettes d'une banque privée, enfin de plusieurs banques privées qui avaient fait faillite après avoir développé des pratiques totalement délirantes, s'être développées à l'international de façon complètement incontrôlée et spéculative. Donc les banques ont fait faillite et ont laissé une ardoise qui représentait plusieurs fois le PIB de l'Islande. Et il y a eu un accord d'abord qui a été trouvé entre le gouvernement islandais et les créanciers, notamment britanniques et néerlandais. Simplement, c'est la population islandaise qui a refusé les termes de cet accord, après des mois et des mois de manifestations toutes les semaines, tous les dimanches devant le Parlement. La population islandaise s'est révoltée et le gouvernement a dû annuler son accord avec les créanciers internationaux. Il y a eu deux référendums qui à chaque fois ont donné une majorité très forte pour le refus des accords avec les créanciers. Finalement, donc l'Islande n'a pas payé la dette de ses banques. Ce qui lui a, de l'avis général, très bien réussi, puisque l'Islande aujourd'hui a retrouvé, a réussi à faire baisser son chômage, a retrouvé un dynamisme économique, bien plus que évidemment l'Irlande, la Grèce ou le Portugal, qui continuent eux à payer remise sur longue une dette complètement exorbitante. Et aujourd'hui, après avoir effectivement bu le bouillon, bu la tasse, les créanciers internationaux prêtent à nouveau à l'Islande. Et oui, parce qu'ils se sont aperçus que c'est une économie qui est repartie, qui finalement apparaît saine, et donc maintenant il y a à nouveau des affaires à faire avec l'Islande. Donc voilà, ça leur a pas du tout coûté ils ne sont pas devenus les parias du monde, ils ont simplement résolu leurs problèmes de façon intelligente, et ils sont repartis de l'avant. C'est ce que devrait faire aussi, évidemment, la Grèce dans les mois et les années qui viennent. Et la Grèce et puis l'ensemble des autres pays européens. Moi, j'apporterais comme petite nuance juste qu'on a beaucoup insisté dans la deuxième partie du film, à la fin du film, sur la décroissance, sur la lutte contre le consumérisme, c'est-à-dire la lutte contre notre propre mise en esclavage. Donc il y a certes pas mal de choses à voir en matière de système, en termes d'organisation politique, ici et là. Un certain nombre de points, je les partage, d'autres un petit peu moins concernant, tu le sais, l'État, etc. Même si je considère que
il faut aller vers une déchéance de l'État. Il y a quelqu'un qui l'écrivait, c'était pas un anarchiste, hein, c'était Marx lui-même qui disait ça. Mais c'est pour un horizon, hein, c'est pour un horizon vers l'utopie. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je pense qu'on est clair là-dessus. C'était un chemin dans lequel il faut organiser la société différemment, créer de la solidarité, créer du lien, créer de la redistribution, pour aller progressivement vers une éducation plus humaine qui nous conduise les uns et les autres à organiser par nous-mêmes cette autogestion généralisée de la vie, cette auto-organisation dans laquelle on n'aurait plus besoin d'un pouvoir, qu'on l'appelle État ou qu'on l'appelle autrement. Μια κοινωνία συμμετρίας, μια κοινωνία συνεργασίας, μια κοινωνία συμβιωτισμού, μια κοινωνία η οποία θα οργανωθεί από τα κάτω, για τους κάτω και με τους κάτω και θα απευθυνθεί από όλους για όλους. Δεν ξέρω αν αυτό θα λέγεται σοσιαλισμός ή αναρχισμός ή άμεση δημοκρατία. Μπορούν και οι τρεις αυτές δυνάμεις να αγωνιστούν προς αυτή την κοινή κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε από τον άνθρωπο προϊόν, από τον άνθρωπο καταναλωτή, από τον άνθρωπο θύμα της ιδεολογίας, στο αυτεξούσιο άτομο. Φως μέσα μας καίει, ελπίδα στις φλέβες μας ρέει και μας γεννά μια καινούρια ζωή και μας γεννά καινούρια αρχή. Par contre, je pense qu'il faudrait ne pas évacuer surtout la part de responsabilité qui est la nôtre dans l'asservissement qu'on subit. C'est-à-dire qu'il y a l'endettement certes des pays, comme celui de la France à plus de 90%, celui de la Grèce à plus de 160%, mais tu es économiste, tu connais ça mieux que moi, hein, mais par contre il y a l'endettement des foyers quoi, qui est très important et qui est aussi le produit non pas seulement de la misère et de difficultés à survivre, mais qui est aussi lié à une vie gadget, une vie par compensation, une vie de consommation par procuration, et qui nous conduit aussi dans le néant. On est dans la vacuité, on est dans le vide, on est dans n'importe quoi. On remplit notre maison de déchets comme une véritable déchetterie ou comme une cathédrale d'objets sacrés qui n'ont en fait en réalité rien de sacré. Et on va à la Sainte Église de la Consommation tous les samedis pour remplir son caddie, qui ressemble à une prison. Όλη η ζωή μας, το τι κάνουμε, είναι μια πλαστική ελευθερία που μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι. Ότι μπορούμε, αγοράζω, άρα υπάρχω. Αλλά όλα είναι υπό έλεγχο. Θα δεις τη διαφήμιση, θα πας σε ένα συγκεκριμένο μέρος να ψωνίσεις, θα ασκήσεις τα πολιτικά σου δικαιώματα ανά 4 χρόνια και υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, ένα συγκεκριμένο σύστημα το τι θα κάνεις. Αν βγεις από αυτό και κάνεις κάτι που δεν είναι γραμμένο, τότε θα αντιμετωπίσεις τον νόμο. Άσχετα αν αυτό είναι, μπορεί να φυτέψεις ένα λουλούδι κάπου που απαγορεύει ο Δήμος, ξέρω εγώ, να φυτέψει λουλούδι, εκεί θα έχεις πρόστιμο. Δεν είσαι πραγματικά ελεύθερος. Έχουν δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να δραπετεύσουμε από τις ζωές μας. Το καταλαβαίνεις. Κάτι να βρούμε. Να μην ζήσουμε σαν δούλες, Κλέβη. Πάμε. Σήκω. Πάμε να φύγουμε. Εμείς πήραμε αυτή τη φράση και τη βγάλαμε στους δρόμους. Κάναμε ένα γκράφιτι, αρχίσαμε να γράφουμε όταν ήταν απεργία ή όταν ήταν διαδήλωση. Αρχίσαμε και γράφαμε στους δρόμους να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Λίγο πιο μετά, το καλοκαίρι του 2011, το Μάιο του 2011, ξεκίνησε το κίνημα των πλατιών. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και εδώ. Τότε εμείς αρχίσαμε και γράφαμε όλο και περισσότερο στους δρόμους, γιατί ήμασταν ένα μήνα στην πλατεία, αρχίσαμε και γράφαμε όλο και περισσότερο στους δρόμους το σύνθημα να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Και καταλάβαμε ότι με κάποιο τρόπο αυτή η φράση αγκαλιάστηκε από πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος την έκανε δικιά του αυτή τη φράση, την πήρε, την έβαλε σε ποίηματα, την έβαλε σε πανό στις διαδηλώσεις, γράφτηκε σε όλη τη χώρα. Και αναρχικοί και αυτόνομοι και αριστεροί άρχισαν και χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση για να φτιάχνουν διάφορα δημιουργικά πράγματα. Έτσι εμείς συνεχίσαμε και το κάναμε αυτό το πράγμα, συνεχίσαμε να γράφουμε αυτή τη φράση έχοντας ένα σκοπό. Ο σκοπός μας ήταν να δώσουμε δύναμη στον κόσμο, να δώσουμε δύναμη ο κόσμος να εξεγερθεί, να δώσουμε τη δύναμη να μην ζήσει σαν δούλος, να μην υπακούσει, να μην επιτρέψει να καταστραφεί η ζωή του.
Και επίσης γράφαμε αυτό το σύνθημα για να δώσουμε στους ανθρώπους τη δύναμη να καταλάβουν ότι μέσα από τη συμμετοχή, η συμμετοχή είναι που θα καταφέρει να αλλάξει τη ζωή μας. Μέσα από τη συμμετοχή στα κοινά, με το να ενδιαφέρεσαι, να νοιάζεσαι, να θέλεις να αγωνιστείς. Juste pour dire que de toute façon, on va essayer de multiplier les débats en France autour de ton film, parce que je pense que c'est vraiment une contribution importante et positive, parce que je crois que ton film il donne de l'espoir, il est construit pour montrer que, comme tu dis, il y a une société qui se construit sur les ruines de l'ancienne, et je crois qu'on a vraiment intérêt à le faire vivre, ce film, et à faire vivre le débat autour de lui, parce que je pense que la solidarité avec ce qui se passe en Grèce et avec ce qui se passe en France et en Europe, de la même façon que ce qui se passe en Grèce, c'est la clé quoi, pour construire des alternatives politiques et sociales. Beaucoup de gens sont résignés autour de nous, donc tous ceux qui ne sont pas résignés, il est vraiment important qu'on serre nos coudes et qu'on travaille ensemble quand c'est possible, autant que c'est possible, et c'est pour ça que j'étais très heureux de venir ici aujourd'hui, et merci beaucoup à vous pour votre accueil. Οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής πήραν μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή είναι να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Σας καλούμε να κάνουμε πράξη το κοινό μας σύνθημα Ne vivons plus comme des esclaves, να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι για το καλό όλων μας. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Ne vivons plus comme des esclaves. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε